Je suis donc un auteur BD, ce qu'on appelle complet, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas je fais mes propres histoires, scénario, dessin et couleurs. Mais j'aime aussi travailler avec d'autres personnes, en tout cas dans toutes sortes de scénarios et d'univers différents, justement pour tenter des choses différentes et sortir des univers qui sont les miens. Parce que je pense que un auteur, en tout cas au bout d'un certain moment, peut se sentir prisonnier, en tout cas de ses propres réflexes, de son propos. Et il est nécessaire pour ça de donner un peu d'air et de tenter à chaque fois des incursions là où on n'aurait jamais pensé aller, par exemple. Alors aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le Suaire, avec Gérard Mordia et Jérôme Prieur. Et dans mon cas, ça se passe toujours comme ça. C'est généralement au moment où je m'y attends le moins. C'est un projet qui tombe du ciel. C'est-à-dire que j'ai un creux qui s'annonce. Alors j'ai toujours une activité par rapport à mes propres histoires à moi. Mais travaillant sur 2 voire 3 projets la plupart du temps, toc, il y a quelque chose qui me tombe du ciel dans les bras et c'est génial. Et je touche du bois pour que ça continue. Mais là c'est ce qui s'est passé avec Gérard et Jérôme et c'est un vrai bonheur parce que là il y a moyen de travailler en tout cas avec 2 scénaristes qui sont aussi des réalisateurs de cinéma, donc on est sur une autre échelle là. Voilà. Bah, le trait d'union, c'est justement ça, c'est l'expérimentation. Alors oui, on va de Caribe dans Scylla, comme ça, entre 2 extrêmes. Staline, là c'était avec Arnaud Delalande et Hubert Prolongeau. Bon, on s'est beaucoup amusé à faire ce sujet qui est quand même très grave, mais avec sérieux, puisque c'est quand même un travail historique sur la jeunesse de ce tyran, de ce monstre qu'a été Staline. Et chacun de ces personnages-là, il y a quand même eu un enfant à l'origine, donc découvrir l'enfant qu'il a été et le mettre en image, oui, ça a été passionnant, quoi. Alors, après, on parle du Suaire, oui, ben, voilà, ce sont typiquement les grands écarts auxquels je suis confronté, mais j'essaie à chaque fois de mettre un point d'honneur à arriver à faire graphiquement ces choses-là, parce que ça me prouve que je ne peux pas faire que du Mardi Gras décembre. Voilà. Alors là, c'est un peu ma manière de faire, disons, sur des projets, on va dire, plus tout public, où j'ai, où j'ai peut-être moins de temps. Alors là, effectivement, je fais appel à l'infographie pour être plus efficace, mais je suis aussi frustré, c'est-à-dire je dois utiliser l'outil informatique à bon escient et de ça dépend aussi la couleur, le type de couleur que je vais faire. Je ne peux pas faire une couleur traditionnelle, par exemple, sur ce type de planche. C'est pas du tout au sacrifice, au détriment de l'album, je dirais, mais c'est une façon de travailler que j'ai adoptée aussi depuis Les Corsaires, qui est une formule où je sépare comme ça les décors des personnages et ça me permet en tout cas dans ce qui était, en tout cas pour Staline, d'aller assez loin dans l'image tout en gardant un noir et blanc à l'origine assez puissant. Et oui, bon, là, Staline, on est sur de la couleur, mais ça me permet en tout cas de tenter à chaque fois aussi de nouvelles choses, de nouvelles recettes, et toujours en séparant les décors des personnages. Un peu une méthode de dessin animé finalement, mais je n'ai jamais fait de dessin animé, hein. Mais je garde, disons, en tête l'idée que le décor peut être plus réaliste que les personnages et offrir comme ça un écrin, dans le cas de Staline, un écrin historique qui soit plus réaliste. Alors c'est ça le problème, c'est que quand on traite un personnage comme Staline enfant,
il y a le danger de le sentir sympathique et d'avoir envie de ne pas le détester. Mais on oublie vite, on est vite rappelé par la réalité qui est que c'est un enfant qui a basculé à un moment ou à un autre. Et c'est ce qu'on met bien dans le tome 1 justement. Pas que je pousse trop sur la voie. Mais un moment, une charnière, ou un moment charnière dans sa vie où il bascule vers la mécréance, en tout cas le mépris de la vie, et puis voilà, tout le côté de psychopathe qui va développer plus tard, quoi. Oui, c'est l'écueil, c'est de montrer justement un Staline attachant finalement, parce que mine de rien c'était quelqu'un de cultivé, c'était quelqu'un de pas du tout comme Hitler Hitler fait plus penser à un garçon de barde. Je suis en train de perdre ma voix. Staline peut susciter des sympathies et il faut faire attention à ça. Ouais. On parle du point de vue auteur, dessinateur, c'est-à-dire qu'on s'approprie un personnage, on apprend à le dessiner et forcément qu'à un moment donné on aime bien faire cette moustache, on aime bien faire ce regard de tigre, tu vois, et il imprègne notre quotidien, ça devient Joseph. Et c'est ça qui est terrible. À un moment donné, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un personnage en papier, ça a été un vrai bourreau et on parle là d'un vrai psychopathe, tu vois. Mais je sais que pendant que j'étais en train de faire ces 2 albums, j'ai eu des moments où je me suis dit, bon, oui, il est comme nous, tu vois. Et effectivement, il est comme nous. Et c'est ça qui en fait aussi la dimension romanesque et dramatique de cette puissance, c'est que, comme le dit bien Hubert Prolongeau, on ne peut pas séparer. Ces gens-là sont des êtres humains. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ces monstres, c'est qu'ils ont basculé. Et je pense qu'avec Arnaud et Hubert, on a essayé de comprendre pourquoi, sans du tout vouloir les dédouaner. Mais en tout cas, comprendre ce qui s'est passé. Et effectivement, il y a des moments où ils apparaissent peut-être plus fragiles, plus sympathiques, moins antipathiques. Mais tout de suite, on revient sur l'histoire et on rattrape notre fil. Et voilà, on ne lâche pas le fil. Ah oui, alors là, c'était pas la même maison, ni le même type de projet. Là, je suis revenu de chez Futuropolis après, on va dire, le dernier album avec Futuro, c'était 2009. Donc après 8 ans. Et quoi qu'on pense, chez Futuro, il y a aussi une exigence qui est peut-être différente, en tout cas propre à la maison Futuropolis. Et là, j'ai travaillé avec grand plaisir, et en tout cas avec Claude Gendreau, donc une réalisation d'album plus en douceur, on va dire, plus posée, avec un regard différent sur le travail, c'est-à-dire un regard vraiment en profondeur. Alors le truc, c'est que là on était comme 4 cuistots sur un plat. Alors, il y avait Gérard, Jérôme et moi, c'est 3 déjà, et Claude Gendreau qui avait évidemment son regard d'éditeur à donner. Donc la cuisine que l'on peut faire prend beaucoup plus de temps, notamment sur les échanges sur mes esquisses à moi, et c'est vrai qu'on est allé, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, sur ce type d'album, il a été tiré au cordeau, si tu veux. Claude a épousseté un peu tous les petits défauts que je pouvais avoir auparavant dans les débordements de scènes, de cases, enfin bon. Moi je viens des planches de Druyet, si tu veux, donc quelque chose de très explosé, de très graphique comme ça. Et le Suaire, c'est l'opposé, c'est au contraire un album très ascétique, très zen du point de vue du trait. Et il a fallu que je me courbe, non sans difficulté, mais avec un vrai plaisir, en tout cas que je revienne à cette source d'épure nécessaire pour ménager la clarté et aussi l'esprit de cette histoire qui se passe au Moyen-Âge, dans la neige, pendant la Grande Peste. Donc il fallait adopter comme ça un certain dénuement. Alors on est sur 3 tomes. Le premier se passe au Moyen-Âge, à Liray au XIVe siècle, l'époque où le suaire a été fabriqué, puisqu'on sait tous que le suaire est un faux. Il a été daté au carbone 14 du XIVe siècle. Et ensuite, en fait, c'est l'écho, disons,
3 personnages emblématiques, Lucie, son amant Henri et le troisième qui est Thomas. On a comme ça l'écho de 3 personnages à 3 époques différentes. Mais l'histoire se continue si tu veux. Dans le premier tome, Lucie est vierge, elle est nonne et c'est une novice, une sœur qui est amoureuse de son cousin. Et enfin, son cousin et elle ont une passion amoureuse. Et elle est sous la coupe du prieur qui est Thomas, donc un ecclésiastique un peu plus âgé. Mais bon, il y a évidemment une lutte entre ces 2 personnages masculins. On les retrouve au 19e siècle où la Lucie va perdre sa virginité en vivant une vraie histoire d'amour avec Enrico, donc le Henri du 14e qui devient Enrico, un député socialiste en Italie. Et Thomas, dans ce deuxième volet, est son père. Donc un père d'une soixantaine d'années environ. Voilà. On est un peu sur disons, la configuration du guépard. Et le troisième volet se passe de nos jours, où on a Lucie, donc Lucie avec un Y, qui est enceinte de son ami, amant en tout cas, qui joue le rôle du Christ, qui est cinéaste. Elle tourne un film sur la vie de Jésus. Et donc son amant est l'acteur qui va faire le rôle de Jésus et qui va tenter la crucifixion justement. Enfin bon, j'en dis pas trop. Et Thomas est donc le producteur du film. Voilà. Alors mon père spirituel, c'est Philippe Druillet. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, je dirais toute l'école Métal Hurlant des années 70 et aussi Crumb, Chaland, Yves Chaland, Chaland c'est Métal Hurlant. Il y a des tas de choses hors BD aussi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Moucha, j'aime beaucoup l'expressionnisme des années 20, j'aime beaucoup le symbolisme. Tout ce qui ne vient pas de la BD forcément, mais qui est la peinture, la sculpture, enfin bon. Je pense que pour faire de la BD, il faut en sortir. Et c'est là où on se nourrit, que ce soit une émission de radio, un grand peintre, un sculpteur. Bon, moi j'adore Camille Claudel, Antonin Artaud, enfin toutes sortes d'inspirations si tu veux. Voilà, c'est ça mon... En termes d'illustration, c'est l'école Métal Hurlant des années 70. Alors ce serait en littérature et ce serait Flaubert. Voilà. Là, j'aimerais, c'est vraiment l'artiste avec lequel j'aimerais passer du temps pour discuter et dîner avec Flaubert, oui, volontiers. Ah, ouais.